Donc moi, je suis Morgan Potier, je suis le modérateur de cette session numéro 3 du workshop, donc, qui a été souhaité par Mathieu Delrio, notre président. L'idée, c'est que ça soit vraiment des thématiques beaucoup plus appliquées et que vous puissiez interagir avec les orateurs encore plus facilement. Donc vous savez qu'on a la tablette et vous pouvez poser des questions, mais on est une petite salle. Si finalement il y a plus de spontanéité à poser des questions, je pense surtout pour Morgane Moret qui est de l'avocate spécialiste, si vous aviez des questions à lui poser, peut-être ça peut être plus judicieux de le faire de la sorte. On va commencer donc par laisser la parole à Yves Lastry. Yves Lastry qui est audioprothésiste et membre du Collège national. Et Yves Lastry est également directeur de Shoebox, que vous connaissez sûrement. Stratégie, exactement. Et donc, il va commencer par nous parler de la calibration en audioprothèse, un outil qui, semble-t-il, a été oublié. Voilà, Yves, c'est à toi. Merci beaucoup, Morgan, pour ces premiers mots et cette présentation. Voilà, donc bonjour à tous. Je me suis permis d'étendre un petit peu le cadre de cette présentation et ne pas limiter strictement au calibrage, car finalement, l'ensemble du couple cabine-audiomètre fait partie des points dont on devra tenir compte pour obtenir une précision absolue. Donc l'idée, elle est simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on va prendre des décisions de réglage qui vont contribuer à la qualité de vie du patient, et il faut absolument que les mesures initiales soient forcément fiables. Donc on va suivre le parcours complet de la cabine au transducteur, on va s'intéresser au champ libre, et on va voir aussi comment ces audiomètres qui sont amenés naturellement à dériver peuvent être contrôlés avec de la maintenance. Tac. Voilà, alors ceux qui sont un peu plus anciens moins jeunes que d'autres, ont remarqué qu'on a un petit peu changé de paradigme au niveau de la prise en charge du patient. On est un petit peu passé d'une compensation périphérique, s'intéresser uniquement à des gains et avoir une approche purement technique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le patient le prend davantage dans sa globalité. On tient compte de son état cognitif. Et à ce moment-là, tout notre travail devient beaucoup plus important car notre précision est tout à fait indispensable pour pouvoir donner la chance à tous et ne pas avoir de problèmes de patients qui ne sont pas appareillés ou de suramplification ou sous-amplification. Donc aujourd'hui, on a une démarche beaucoup plus holistique dans notre prise en charge de nos patients et je voulais absolument en tenir compte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent clairement que la privation sensorielle est un facteur de risque modifiable du déclin cognitif, modifiable. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un impact là-dessus et ça nous donne un impératif absolu de mesures fiables pour évaluer et restaurer cette audition résiduelle. Quand on va faire des erreurs à cause de notre cabine, à cause de nos mesures, ça va avoir des conséquences finalement sur la qualité de vie du patient, suramplifié, sous-amplifié, pas appareillé. Donc je voulais vraiment ramener ça au centre, comme on est sur une EPU qui est pas mal dédiée au cognitif. Au-delà de l'appareillage, quelque part, on est dans un ensemble où la cabine, le calibrage, les process que vous avez sont vraiment les gardiens du temple, si je puis dire. On a absolument besoin que le couple bureau-cabine et audiomètre soit parfaitement adapté. Et si on a des approximations, quelque part, tout notre travail sera faux. Donc c'est dommage de dépenser de l'énergie pour cela. Pour ne pas aboutir à des résultats tout à fait pertinents. Donc l'objectif aujourd'hui de cette session, c'est de vous permettre, vous, de savoir évaluer la qualité de votre bureau cabine, là où vous exercez avec votre audiomètre, et avoir la capacité aussi de mettre en place des protocoles de suivi, de qualité, de maintenance de cet audiomètre. On va voir différentes procédures tout à l'heure, celles qui sont à réaliser par l'audioprothésiste et celles qui sont à réaliser par les techniciens spécialisés dans l'audiométrie. On a bien compris qu'un impact direct sur la calibration va nuire à la qualité et à la satisfaction du patient. Alors l'audiomètre, c'est pas une simple boîte à bip, c'est un dispositif médical dont le cadre s'est durci depuis mai 2021 avec le règlement MDR, la Medical Device Regulation, qui est les nouvelles certifications médicales pour l'Europe et pour lesquelles tous les systèmes doivent être conformes à partir de 2028. Donc on doit absolument avoir un audiomètre agréé et si c'est pas le cas, il y a même des responsabilités pénales. Si on utilise un système non conforme, on peut avoir 2 ans de prison, 150 000 € d'amende et potentiellement une interdiction d'exercer. Pourtant,
le calibrage de l'audiomètre n'est pas une obligation. Donc on se retrouve un petit peu face à une aberration. C'est un dispositif médical avec des risques de peine et autres, mais toutefois, ce n'est pas obligé de le calibrer. Et étonnamment, ces demandes de calibrage, si elles ne sont pas, proactives par l'audioprothésiste, bah, elles viennent des OCAM notamment, qui pour leur partenariat annuel, biannuel, vont demander des certificats de calibrage. Elles peuvent être demandées pour l'obtention de normes, comme, la norme AFNOR qui va demander un calibrage obligatoire tous les 12 mois et évidemment, bah, si on ne le fait pas, on ne va pas pouvoir, adhérer à ces OCAM ou être, AFNOR. Néanmoins, c'est un petit peu étonnant qu'on n'ait pas un cadre légal au-dessus de tout ça qui nous permette de vraiment obliger ce calibrage. Alors, on entend parler de calibration, d'étalonnage, de calibrage, de vérification. Je voulais poser sur une planche un petit peu ces 3 éléments. Donc, l'étalonnage, c'est mesurer la différence entre l'attendu et le réel. Je prends, je mesure, je vois la différence. Le calibrage, ça va être l'action d'ajuster pour se retrouver au centre des attendus, au centre de la plage de validité. Et la vérification, bah, c'est la comparaison. J'ai 2,3 de différence par rapport à la référence. La norme me donne une tolérance de 3 dB, donc je suis bon et je vais pouvoir effectivement pouvoir valider et déclarer cet audiomètre conforme. Donc c'est assez important quand même de bien comprendre ces différents points pour la suite. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que quelque part, c'est pas de la magie le calibrage et on doit suivre vraiment une chaîne de traçabilité métrologique. On voit tout en bas votre cabinet, le cabinet de l'audioprothésiste. Au-dessus, on a des prestataires, donc ils ont de l'équipement, des sonomètres qui, eux, ont été calés en termes de niveau par rapport à des étalons de transfert, notamment dans les laboratoires COFRAC, qui eux-mêmes ont une obligation très régulièrement de faire étalonner leur système au laboratoire national d'essai qui a les talons primaires. Donc quelque part, on a une chaîne progressive du LNE jusqu'à votre centre et dès qu'il y a une rupture dans cette chaîne, bah finalement la chaîne est invalidée, donc le calibrage n'est pas conforme. Donc c'est la responsabilité des prestataires d'avoir les bons partenaires COFRAC qui eux-mêmes vont être orientés vers le LNE. Alors on parle de calibrage, je ne pouvais pas ne pas parler de cabine en vrai. Le bureau cabine, c'est quand même là où ça se passe et si je pose un audiomètre dans la rue, bah, ça marche pas. J'ai besoin d'avoir un cadre tout à fait strict d'utilisation et de maîtriser des points dont on va parler juste après, notamment le niveau de bruit de fond résiduel et les réverbérations qu'on va pouvoir trouver dans cette pièce. On a un volume minimal qui est défini à 15 mètres cubes. Alors pourquoi 15 mètres cubes? Bah déjà, c'est pas très grand, 15 mètres cubes en vrai, enfin, ça dépend de la hauteur du plafond. Mais c'est pour éviter un effet placard, des ondes stationnaires dans les sons graves qui vont créer un mode propre de résonance à la pièce qui va être après très très dur à éliminer avec des traitements acoustiques et autres. Et le problème de ces résonances, c'est vous allez mesurer ça comme venant du patient, mais en fait, vous mesurez la résonance de votre cabine, donc vous êtes finalement pas tout à fait dans le juste. Dans cette cabine, on va devoir évidemment pouvoir réaliser des mesures en champ libre et il est tout à fait important de maîtriser le niveau de bruit de fond et la réverbération. Ces normes, elles sont pas très strictes. On attend 40 dBA, hein, pas du dBSPL, du dBA, donc qui atténue quand même très très nettement les sons graves. Et le réglementaire indique un niveau à 40 dBA. Si vous arrivez à 35, à descendre à 35, voire 30, c'est quand même beaucoup plus sympa, plus agréable. Vos résultats seront meilleurs. La cabine sera plus confortable, vos seuils seront plus bas et vous allez évidemment gagner en qualité. Donc le réglementaire, il est un peu léger et c'est vrai que c'est bien de viser des objectifs plutôt à 30 dBA que 40. Alors je vais pas faire un cours sur l'aménagement d'une cabine, mais néanmoins là j'ai pris 4 exemples de cloisons et on voit qu'il y a des cloisons qui vont pouvoir atténuer 30-35 dB par rapport au bruit extérieur et d'autres qui vont atténuer de 60 décibels par rapport au bruit extérieur. Donc, il est évident que quand vous allez concevoir votre cabine, il va falloir être très très attentif à ça, choisir les bons matériaux, le bon type de cloison pour assurer qu'on ait une atténuation optimale qui nous permettra d'atteindre ces 30 dB. Donc les talons or, hein, moi c'est ce que j'avais fait en son temps, c'est une double ossature, c'est 2 plaques collés avec des montants déportés, il n'y a aucun transfert d'énergie qui va se passer d'un côté à l'autre et on peut se retrouver avec une atténuation effectivement de l'ordre de 60 dB, ce qui est quand même assez énorme, hein. On a des bruits qui vont pouvoir venir du sol, des plafonds, donc il va falloir évidemment gérer ça. Si vous avez le métro en dessous, si vous avez des voisins au-dessus qui sont bruyants, donc ça se traite soit avec des chapes pour le sol ou avec des faux plafonds suspendus acoustiques pour ce qui va venir au-dessus.
Et ce qui est super important quand on a tout bien cadré dans cette pièce, quelque part, et ça se passe souvent a posteriori, c'est comment ça va se passer pour les prises électriques, la ventilation, s'il y a des fenêtres, bien s'assurer que la porte, c'est ultra important. La porte, il faut un système de serrage pour pouvoir assurer une atténuation qui peut atteindre 55 dB aussi. Si on a une cloison de 60 dB avec une porte qui atténue de 30, ben, à la fin, on a une atténuation de 30 et c'est un petit peu dommage. Donc tous ces points sont ultra importants pour assurer que la cabine elle soit efficace et que vos mesures soient fiables pour donner le meilleur à vos patients. Le deuxième point qui est finalement cité dans la loi, c'est le taux de réverbération qui doit être inférieur à 0,5 secondes. C'est quoi la conséquence? Si j'ai une cabine bien traitée, je vais avoir finalement le son qui revient pas, c'est ça la réverbération. Le son ne revient pas, donc il n'y a pas un petit peu d'écho, il y a un son qui est très net, très clair. Je rappelle que champ libre, ça veut dire champ libre, hein, ça veut dire dehors en vrai. Donc quand on est dans notre cabine, on doit absolument traiter ces résonances de façon claire, ces réverbérations. Sinon, si on a une pièce qui est carrelée avec du parquet et qu'on a un taux de réverbération qui dépasse le score, disons 1,5 secondes au lieu de 0,5, quand on va faire un test de compréhension, la voix va prendre un petit peu d'écho, donc ça va être moins clair, votre patient va moins bien répondre. Quand vous allez faire un test dans le bruit, tout va un petit peu se mélanger avec ces effets d'écho. Donc c'est ultra important de traiter au mieux cette réverbération. La norme indique 0,5 secondes, donc c'est à 500 Hz que ça se passe. Comment ça se passe? Je vais jouer un signal très très fort, 110 dB, coup de feu, peu importe, et je vais mesurer son atténuation sur une demi-seconde et ça doit descendre de 60 décibels. En fait, c'est ça ce taux de réverbération qui est inférieur à 0,5 secondes pour descendre de 60 décibels. Si vous avez un problème dans votre cabine de ce type, ça se gère assez facilement parce que l'idée, c'est de casser, on le voit dans cette pièce qui est quand même assez sublime, de casser les réverbérations avec des panneaux qui ne sont pas parallèles, qui vont faire que les choses se reflètent et ne vont pas forcément créer d'ondes stationnaires qui nuisent très très clairement à la mesure. Une onde stationnaire, ça fait quoi? Ça fait que votre patient, là, il entend. Il recule un peu, il entend moins. Il avance un peu, il entend plus, en fonction des nœuds et des bosses que vous avez sur les sinusoïdes qui se croisent. Et donc, ça va pas du tout dans le sens de la mesure. Et on pourra l'éviter avec les différents systèmes que vous voyez juste là, qui sont principalement des revêtements absorbants. Des pièces pas forcément carrées. Si on peut créer des angles, ça évite un petit peu qu'il y ait des ondes stationnaires. J'en arrive au transducteur, qui est un petit peu le maillon faible dans l'histoire, parce que naturellement, un transducteur, il évolue, il est monté sur des membranes ou sur des oscillateurs, et c'est des choses qui tiennent un petit peu moins bien dans le temps. Votre cabine, en général, quand vous l'avez conçue, si vous ne faites pas évoluer, vous allez garder vos taux d'insonorisation et de réverbération dans le temps. Pour les transducteurs, ce n'est pas du tout le cas, et donc on va avoir une action de recalibrage qu'on va devoir refaire annuellement si on est sérieux et si on veut travailler dans les bonnes conditions. On a différents types de transducteurs. Donc le casque audiométrique, là j'ai deux modèles. Je vais appeler un petit peu l'ancien modèle, ce TDH39, qui en son temps a fait son travail, mais qui a quand même tendance à écraser le pavillon, à pas forcément isoler beaucoup. Alors si la cabine est béton, il n'y a pas forcément besoin d'isoler. Et je rappelle quand même que quelque part, c'est l'arceau qui fait la pression sur ces casques-là, sur les deux d'ailleurs. Et la norme, elle attend une pression de 4,5 newtons. Ça fait à peu près 500 grammes. Donc chaque oreille doit pousser à peu près de 500 grammes. Donc quand votre arceau il est un peu abîmé, etc., on n'a plus cette pression. Donc on a une variabilité des seuils forcément par rapport à ça. Plus récemment, et c'est un petit peu la tendance qui se généralise, on va utiliser des casques qu'on appelle circumorales qui vont recouvrir l'oreille, qui vont donc ne pas l'écraser parce qu'on a un petit espace pour mettre son pavillon, c'est quand même sympa, et qui vont présenter un confort qui est plus satisfaisant, une isolation acoustique qui est supérieure, ce qui est quand même assez qualitatif pour un patient de se sentir un petit peu isolé quand il va être sous son casque. Moins de variabilité que le TDH39, et donc c'est le standard qui est un petit peu en train de se poser sur le casque. Ce casque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais je vais vous expliquer c'est quoi une action de calibrage. Alors en fait, vous avez un technicien qui vient chez vous avec un sonomètre et avec un coupleur. À chaque transducteur, on va avoir un coupleur qui est dédié et on va monter le transducteur sur le coupleur et on va pouvoir lire ce qui se passe à l'intérieur de ce petit volume sur le sonomètre. Quel volume, quelle intensité en dBSPL est dans ce coupleur. On a pour chaque transducteur ce qu'on appelle des valeurs RET-SPL. Ces valeurs RET-SPL, qui sont dans les standards ISO 389, nous donnent la correspondance entre le 0 HL,
donc qui est une unité humaine, on va dire, un statistique, et la valeur que vous allez lire sur votre sonomètre, où là on est dans le monde de la mesure. C'est quelque part le lien entre ce monde statistique qui définit le normand-tendant et le monde de la mesure qui est au sein de nos aides auditives et qui est au sein évidemment des sonomètres. Donc cette correspondance, on la voit là. Et si je prends un exemple à 1000 Hz pour ce casque DD450, alors je ne peux pas faire de mesure à 0 HL, donc on va tout glisser vers le haut et le technicien va faire une mesure par exemple à 50 HL à 1000 Hz. Dans son coupleur, il doit lire 50 plus 7, que vous voyez sur la colonne, peut-être c'est trop petit, il doit lire 57. S'il lit 52, c'est pas bon, clic, 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 57, jusqu'à ce qu'il soit juste. Donc c'est vraiment cette correspondance HL-SPL qui nous permet d'avoir des systèmes qui sont calibrés. Et ça sert à quoi? Quelque part, ça permet de reproduire ces niveaux un petit peu de façon universelle, quel que soit l'endroit de la planète finalement, et c'est pour ça qu'on a construit toutes ces normes. Un peu plus sympa quand même, on a l'écouteur insert. Alors vous voyez que ma présentation, elle est très orientée qualité, elle est très orientée précision. J'ai eu un petit peu de mal à me limiter au calibrage pur de l'audiomètre et j'en suis navré, mais je pense que cette EPU est un petit peu plus holistique et je voulais avoir cette même approche. Les inserts, ça doit devenir un standard aujourd'hui pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi c'est pas le cas, mais ça doit être le cas pour des raisons d'isolation supérieure. C'est plus confortable dans le conduit. Le volume résiduel derrière la petite mousse est quand même plus stable. On a moins d'effets de transfert transcrânien, donc on a moins besoin de masquer. On a beaucoup d'atouts, dont un dont je vais vous parler juste ensuite. Là, je vous épargne le détail, c'est exactement la même. On voit qu'à 1000 Hz, cette fois-ci, le RETSPL aux inserts, il est à 0. Ça veut dire que ce que je lis dans le coupleur, quelque part, c'est le niveau que j'attends. Donc ça veut dire qu'on est quand même plus proche de l'oreille humaine quand on va utiliser un insert. Et on verra tout à l'heure qu'on a d'autres atouts pour l'utilisation des inserts. Donc ça, c'était des transducteurs de conduction aérienne. Vous les connaissez tous. Essayez de migrer autant que vous pouvez vers les inserts. Je vous assure que vous ne serez pas déçus en termes de qualité et de reproductibilité. Le vibrateur, c'est un petit peu l'objet le plus fragile de l'ensemble. Un vibrateur, à l'intérieur, il y a un petit oscillateur qui bouge avec une forme d'électroaimant. Vous le faites tomber 2 fois, 3 fois, il peut prendre 10 à 15 dB d'écart. Quand vous le secouez et que vous entendez cling, 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 c'est qu'il est mort, il faut le changer. Donc faire très attention à ça, il faut vraiment le manipuler comme de la nitroglycérine, disons. On fait très attention avec son vibrateur, sinon il va falloir faire recalibrer régulièrement ou les changer. Donc c'est des choses qu'on peut vérifier quasiment de façon quotidienne. Alors pour le vibrateur, on a aussi ces valeurs RET-SPL. On aperçoit un petit peu sur la vue à droite la mastoïde artificielle sur laquelle la jeune femme va poser son vibrateur pour le calibrer. Et là, on a des valeurs de RET-SPL beaucoup plus élevées parce qu'on va devoir traverser la peau, atteindre le crâne et atteindre l'oreille interne. Donc, on a besoin de beaucoup plus d'énergie, ce qui explique pourquoi vos vibrateurs vont beaucoup moins haut en intensité que vos casques de conduction aérienne. Voilà. J'en viens au champ libre. Alors, le champ libre, c'est encore un peu plus compliqué parce que, quelque part, je vous ai parlé de coupleur pour le casque, pour le vibrateur. Quand vous faites du champ libre, le coupleur, c'est votre cabine. Et normalement, il y a des standards pour les coupleurs et votre cabine, il va falloir essayer de la standardiser alors que finalement, on est dans un endroit qu'on va aménager, adapter. Donc, il faut être très attentif à ça parce qu'on veut avoir des bons résultats quand on va faire de l'audiométrie pédiatrique. C'est pas toujours évident de mettre un casque ou des inserts à un enfant. Donc, on va parfois travailler en champ libre. Les tests avec aide auditive, même chose. C'est pas évident de mettre un casque plus des contours d'oreille. Ça marche pas très bien. Localisation spatiale, on a un petit peu de mal à le faire si on n'a pas une configuration multi-haut-parleurs. Et donc le calibrage, cette fois-ci, il est un petit peu plus complexe. Le positionnement des haut-parleurs, il faut que tout se tienne bien pour que, à la position du patient, on puisse avoir une situation stable de niveau qui va vous permettre de faire des mesures claires et reproductibles. Le standard, c'était 2 haut-parleurs avant, c'est devenu 3 haut-parleurs pour des histoires de localisation, mais on voit maintenant qu'on est souvent sur du 5 haut-parleurs. Alors pourquoi le 5 haut-parleurs? Parce qu'on a le sentiment que c'est un peu plus écologique, qu'on va davantage reproduire des circonstances proches de la vie réelle, peut-être déclencher une émotion au patient parce qu'il va se retrouver dans des circonstances qu'il connaît. Ça va nous permettre la réalisation de l'audiométrie vocale dans le bruit aussi.
De façon normée, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps, évidemment, de tester les patients dans le bruit avec des tests qui sont, résistants, bien évidemment. Donc le champ libre, quand on passe en 5.0, donc 5 haut-parleurs, centrale, 45 degrés devant, derrière, bah, ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'on a 5 haut-parleurs. On a des tolérances de haut-parleurs dans le calibrage qui sont quand même plus ou moins 3 décibels. Alors ça peut faire un peu peur parce qu'on voit que les tests dans le bruit, on est en dessous du décibel. Et moi, je peux avoir mon avant droit qui est plus fort de 3, et je peux avoir mon arrière gauche qui est plus faible de 3, et le central qui est au milieu. Donc c'est vrai que c'est hyper important de s'assurer qu'on est quand même au cœur de la tolérance et qu'on n'a pas tendance à glisser d'un côté ou de l'autre. N'oubliez pas, votre cabine, c'est le coupleur. Si vous changez un meuble, si vous changez un objet, si vous déplacez quelque chose, il faut absolument recalibrer parce que vous avez changé les conditions acoustiques de la pièce. Donc, c'est absolument indispensable. Donc, finalement, pour être fiable, on a besoin de s'assurer de la qualité des haut-parleurs, d'utiliser des tests précis de vocal dans le bruit. Et là, après, on sera dans un environnement qui est tout à fait favorable. Alors, je vous ai dit que l'audiomètre, il bouge naturellement. Oui, c'est des membranes finalement, des fois en carton, en papier, qui vont prendre de l'humidité, des haut-parleurs, 1 an, 2 ans, 5 ans, un casque. Là, j'ai pris un exemple d'une dérive à 10 décibels à 4000 Hz. C'est possible qu'un audiomètre bouge de 10 décibels à 4000 Hz, Bah, l'impact direct pour vous, bah, c'est que je vais surcorriger le patient. Et du coup, bah, il va dire c'est pas agréable, c'est pas bien, il va enlever ses appareils. Et finalement, c'est le logiciel qui aura prescrit l'erreur. Vous aurez rentré dans l'audio, dans votre logiciel de réglage une audiométrie qui est pas tout à fait juste, et donc vous allez retrouver à la fin un gain qui est pas tout à fait juste, mais tout vous semblera nickel à l'écran, et ce ne sera pas le cas. Un petit cas clinique qui relaie un petit peu ce que je viens de dire. On a un homme de 72 ans, il comprend mal dans le bruit, vous en voyez 12 par jour, des comme ça. On fait une audiométrie avec un audiomètre finalement qui a glissé, et on va se retrouver avec une prescription NAL NL1 ou NL2 qui est calculée sur des valeurs fausses. On va suramplifier le patient et il va dire moi ça me fatigue, c'est inconfortable, je peux pas les mettre. Comment je vais corriger ce cas-là? Déjà, je vais revalider le calibrage de mon audiomètre complet. Comme ça, je suis sûr que mes inserts, ils seront justes. Mon casque aussi, mon champ libre aussi. Je vais repartir cette fois-ci sur des inserts. Je vais faire une mesure du RECD. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. J'ai fait mes inserts, je fais une mesure du RECD. Et comme ça, j'aurai une très belle estimation des seuils en SPL au tympan, ceux qui seront utilisés par vos logiciels de réglage. Du coup, je vais constater que j'avais trop de gain dans les aigus, je vais baisser mon gain. Mon patient va me dire c'est chouette, ça sonne beaucoup mieux, c'est moins criard, et il va à nouveau porter ses aides auditives. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut bien que la rigueur paye et qu'il faut prendre le temps de s'assurer qu'on n'a pas d'erreur à la base, parce qu'on va les suivre pendant toute la chaîne d'amplification. Et sans différentiel, si j'ai 2,5 dB au début, je vais retrouver 2,5 dB à la fin. C'est la magie du décibel qui flotte parmi toutes les étapes de la chaîne d'amplification. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? Enfin vous surtout. Quelque part, votre audiomètre, logiquement, il faut faire une vérification quotidienne. On va appeler ça un biocheck. Tous les jours, on vérifie le matin que ça marche. On fait une vérification rapide, ça prend 2 minutes, mais ça évite de louper les 5 premiers patients parce qu'il y a un problème de ceci ou de cela. Vous avez aussi un rôle de contrôle hebdomadaire, un petit peu plus précis. On va en parler dans un instant. Et après, les autres étapes sont plutôt générées par les techniciens qui vous ont proposé ces audiomètres et qui vont effectivement venir tous les 12 mois idéalement faire cet étalonnage, éventuellement calibrage avec leur sonomètre. Et tous les 5 ans, si vous ne changez pas votre audiomètre, c'est intéressant de refaire une revalidation globale de l'ensemble. Tous les signaux doivent être purs. On doit mesurer le THD, le taux de distorsion harmonique, pour être sûr que le patient ne répond pas sur des harmoniques. Quand vous lui envoyez 1 milliard, s'il répond sur un 3000 qui est un harmonique finalement parce que votre système le suramplifie. Et si vous avez des problèmes, il va falloir effectivement remettre en conformité. Donc de façon hebdomadaire, qu'est-ce que vous devez faire, vous, à mon avis, ce que vous devez faire? Déjà, c'est regarder votre audiomètre, vérifier s'il y a de la poussière, si c'est sale, si les câbles ils sont bien connectés, si les connecteurs ils sont bons. Faire un petit test fonctionnel général, mettre le casque sur les oreilles, écouter les différents signaux, voir que la vocale elle passe bien, que le niveau il semble conforme. Si vous faites ça chaque semaine, vous allez éviter une fois de temps en temps d'avoir un problème avec un patient. On a aussi cette routine quotidienne
Alors ça peut sembler abusif, mais en vrai, ça c'est notre responsabilité de délivrer que des tests justes. Et si on a une variabilité, bah, quelque part, un, nous on va maltraiter le patient, deux, on va être dans une mauvaise condition pour l'appareiller. Donc même si ça prend quelques instants, se faire un petit test subjectif le matin, je mets les écouteurs, je vois que je suis à 10, ta 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 comme d'habitude, et ben au moins je suis à peu près sûr que mon système est bon. Le bouton réponse, vérifier que ça marche et écouter la qualité du son. Les 2 points qu'on peut trouver notamment, bah, de la distorsion harmonique. Si elle dépasse les 5, bah, va y avoir effectivement un son qui est un petit peu granuleux, un petit peu bas, vous sentez qu'il est pas pur. Donc là, le patient, il va répondre sur l'harmonique, c'est dommage. Ou alors un bruit de fond type 50 Hz, où là vous allez créer un masquage finalement sur le 125, sur le 250, puisqu'on sait que les sons graves masquent les sons aigus. Et même si on fait tout ça, c'est pas évident. Ça veut dire que même en faisant tout ça, on risque de se planter sur la route de la conversion HL-SPL. Et c'est des erreurs quelque part qui peuvent atteindre 10 ou 15 dB. Je parle du plus ou moins 3 dB de la tolérance de l'audiomètre. Mais on voit que sur toute la chaîne d'amplification, alors j'ai écrit un article dans lesquels l'audition, il y a 2-3 numéros sur ces risques d'erreur de mesure, je vous incite à le lire, qui peuvent être vraiment amoindris si on suit cette méthode insert RECD. Calibration rigoureuse, insert, RECD. Et les 2 plus grosses sources d'erreur quelque part, c'est donc ce RETSPL insert, donc le calibrage, qui va être appliqué par votre technicien sur vos inserts pour être sûr qu'ils sont parfaitement conformes dans leur coupleur de centimètres cubes, et le RECD, qui va faire lui la correspondance entre ce coupleur 2 centimètres cubes et l'oreille de votre patient. Donc on a le HL, la correspondance coupleur, et après la correspondance coupleur oreille patient, ce qui vous permet de prédire tout à fait précisément les seuils SPL au tympan, seuil, confort, inconfort, bref, tous les niveaux que vous allez pouvoir mesurer. Donc si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est ça, faites calibrer et faites votre RECD si vous utilisez des inserts. Voilà, pour terminer, c'est quoi la checklist de la qualité? Bah, certificat de calibrage, ça veut dire que tous les 12 mois maximum, on fait calibrer, on note dans un petit cahier quelle date, les points qui ont été relevés, etc. S'assurer du niveau de bruit de fond de la cabine qui, a priori, va pas changer, mais peut-être que la poignée de porte, elle va perdre un petit peu en pression et que finalement, on va prendre des fuites. Donc, vérifier de façon biannuelle peut-être que tout est correct. Évidemment le calibrage de ces transducteurs et puis vérifier de façon régulière. Alors quand je dis tous les jours, c'est évidemment pas obligatoire, rien n'est obligatoire, vous l'avez compris et c'est triste, mais vérifiez régulièrement quand même que votre système est opérationnel. L'objectif de tout ça, c'est qu'on est en 2025, stop les approximations, 0 approximation, à vous de faire en sorte que tout soit solide, que votre cabine elle soit silencieuse, agréable, avec un taux de réverbération qui est contrôlé, que votre chaîne métrologique elle soit nickel et que vous anticipiez vos calibrages, recalibrages pour être sûr que tout est conforme. Et évidemment, lors de vos tests, que tous vos protocoles soient parfaits quand vous appliquez les méthodes Yuxon, Westlake et autres pour déterminer les seuils. La précision de l'audiomètre, c'est quelque part la base de votre prise en charge. Et quelque part, si on se base sur des éléments un petit peu faussés, on n'aura pas donné le meilleur au patient et c'est évidemment pas notre rôle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible. Merci beaucoup Yves pour la clarté de ton exposé. Je crois que ça a été plutôt apprécié. Enfin, moi, ça m'a réappris plein de choses. Je te remercie vraiment. On sent que tu es à l'aise en effet avec le sujet et on ne te l'a pas demandé par hasard. Alors, il y a assez peu de questions finalement. Il y a une question qui revient comme finalement on a entendu ce matin pour ceux qui étaient là. C'était par rapport, Yves, la différence entre le RECD et le REDD en termes de précision. Quel est l'impact puisqu'on est sur la précision? Qu'est-ce que tu préconises? Alors RECD, REDD, moi les deux me conviennent. Le REDD c'est une approche plus directe. C'est j'ai un micro au fond de l'oreille et je vais aller mesurer effectivement une correspondance entre le niveau que j'affiche sur mon audiomètre, 70 HL, et j'ai un micro SPL au tympan qui me permet d'avoir une correspondance directe entre le niveau que j'envoie et le niveau que je retrouve au fond du tympan. Donc le REDD c'est super, mais c'est un peu moins standard. On n'a pas beaucoup de systèmes qui le réalisent aujourd'hui. Il semble que le RECD
qui est une mesure en 2 temps, vous l'avez compris. Je compare mon insert au coupleur et je compare mon coupleur à l'oreille de mon patient, me permet d'aboutir à un résultat qui est quasi identique, même s'il est en 2 étapes. Mais c'est un peu plus standardisé. Ça veut dire qu'avec la plupart des systèmes aujourd'hui de mesure, donc de chaîne de mesure, on va pouvoir faire un RECD. Mais au final, les deux ont le même objectif, définir le plus précisément possible les niveaux SPL au tympan. Pourquoi? Parce que c'est ces niveaux SPL au tympan qui vont nourrir votre cible à l'entrée. Et effectivement, plus ils sont justes, plus la cible va vous donner des valeurs de sortie qui sont justes. Donc j'espère avoir expliqué. Les deux me vont parfaitement. Il y a la team REDD, il y a la team RECD. Les deux sont impeccables. Sur le REDD, faut être hyper attentif à ce micro qui est en fond de conduit, qui doit être parfaitement calibré. Parce qu'effectivement, on va aller déterminer une valeur en fond de conduit grâce à ce micro. Donc là, tout repose sur le calibrage de ce micro. Quand on est sur un RECD, on va plus dépendre finalement du calibrage de l'insert. Donc c'est deux approches qui ont le même but, mais qui ont des voies d'accès différentes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe peut-être à l'oratrice suivante? Oui. Par rapport à une plateforme type Coalis, comment on fait le calibrage? Parce que vous envoyez un micro au départ, il y a Oui. pas de technicien? Non, alors c'est pas forcément mon sujet de rentrer dans Coalis, on peut en parler a posteriori. Pour les transducteurs, on est sur des systèmes numériques précalibrés. Vous les recevez, vous les branchez, case vibrateur insert, on est précalibré et on est à 0,0, aucun problème. Pour le champ libre, on vous fournit un micro de mesure numérique calibré que vous allez vous positionner et on a un protocole de calibrage automatique qui avait pour sens initial de faire qu'on puisse recalibrer facilement sa cabine plusieurs fois dans l'année sans forcément faire appel à un technicien. Et là, vous allez placer le micro finalement, et c'est vrai pour tous les audiomètres, à la position du patient sans le patient, au milieu de sa tête, tac. Et vous allez avoir une énumération après des différents signaux sur les différents haut-parleurs et une application directe des correctifs de calibrage pour faire cette correspondance parfaite. Donc on reprend évidemment tous les niveaux qui sont indiqués dans le standard ISO 389. Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, le micro, il n'est pas vérifié. Alors, il doit être recalibré et c'est pareil, on propose des recalibrages de nos micros. Et si ça n'a pas été le cas, contactez-nous et on va se faire un petit recalibrage de votre micro parce que c'est indispensable évidemment d'avoir une base tout à fait solide. Ok, donc au-delà juste des demandes très personnelles, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la thématique abordée? Moi, j'ai peut-être une ou deux questions, Yves, si tu me permets. Non, mais c'est intéressant, tu as rappelé l'intérêt des inserts. C'est vrai qu'on se bat depuis quelques années, en effet, sur le sujet. Alors, il y a une résistance intellectuelle de la part de nos confrères ORL, ça, on peut s'imaginer pourquoi. Mais je suis curieux dans cette salle, même si peut-être vous n'êtes pas typiquement représentatif de la pratique audioprothétique en France aujourd'hui, mais à main levée, qui aujourd'hui utilise plutôt des casques, TDH ou autre type de casque? Voilà, et insert donc. Voilà, donc vous n'êtes pas Bravo, je suis très représentatif, mais on fier. vous félicite. Ouais. Bon, C'est ok. super. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et sur l'autre sujet, c'était sur le niveau équivalent, le bruit de fond de la pièce. Tu l'as clairement rappelé, les 40 dBA. C'est pas terrible 40 dBA. C'est quand même assez catastrophique. Même, ça fait quelques années qu'on milite pour le baisser à 30 dBA, comme vous savez. Donc je vous encourage à déjà anticiper les travaux que vous serez amenés à faire si vous n'avez pas atteint les 30 dBA, parce que c'est le texte qu'on essaiera de faire passer dans les mois qui arrivent, même si ça fait quelques années qu'on se heurte à des difficultés administratives, mais voilà, c'est un détail, on s'en occupe, mais pensez à le faire parce que, je ne sais pas si vous avez essayé différents types de cabines, mais c'est vrai, quand on est habitué après à travailler dans une cabine autour de 30 dBA, c'est très confortable pour le praticien, puis aussi pour le patient, quoi. Je ne savais pas que c'était un chantier en cours, mais c'est super important. On est sur des vieilles lois, tout ça, ça date des années 60 et ça demande à être un petit peu rajeuni et rénové. Merci beaucoup à tous et je reste disponible pour toutes vos questions, bien sûr. Merci Yves. Eh bien, sans tarder, nous passons donc à l'oratrice suivante qui nous fait l'honneur d'être présente ici. C'est Maître Morgane Moret, donc, qui est une avocate
exerçant sur Paris, qui est spécialisé dans le droit à la santé. Donc, Morgane est là pour échanger avec vous. Hein. C'était l'idée, encore une fois, de Mathieu. Vous avez une consultation publique gratuite, hein, finalement, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions, que ça soit de l'ordre, on va le voir, des essais, des signatures de documents, on peut aborder le RGPD, on peut aborder un maximum de choses. Elle va peut-être nous présenter une ou deux slides si c'était prévu, mais n'hésitez pas à échanger avec elle, hein. Je regarderai sinon sur la tablette, mais je trouve qu'à la voix, c'est aussi très agréable. Voilà. Tu avais mis ta présentation peut-être? Voilà, et assieds-toi. Oui, ouais. Bonjour à tous, donc je suis Morgane Moret, je suis avocat en droit de la santé. L'idée, c'était de vous permettre de poser les questions qui potentiellement vous taraudent au quotidien et d'y répondre là en direct. Donc, il y a des thématiques qui reviennent assez fréquemment. La notion du consentement, la notion de RGPD, parce qu'on sait qu'il y a des sanctions avec le RGPD, la non-conformité de l'exercice de la profession. Il y a eu pas mal de choses aussi dans la presse il y a quelques années à ce propos-là. On a aussi le dispositif encadrement des avantages. Qu'est-ce qui se passe quand je veux inviter un ORL sur un congrès ou qu'un fournisseur veut m'inviter moi sur un congrès? Et puis, on a les différents contrôles et inspections auxquels vous pouvez être assujettis, que ce soit des contrôles par les CPAM sur des indus, par exemple, ou même la DGCCRF qui débarque, qui vous demande vos conditions générales de vente, ce genre de choses. Donc, on peut aborder l'intégralité de ces points. Moi, j'ai fait un petit focus aujourd'hui, du coup, sur les deux premiers éléments qui faisaient partie du programme. Le consentement, déjà, faut revenir dessus. C'est quoi? Parce que on l'entend souvent depuis quelques années, parce que ça fait 7 ans que le RGPD est entré en application, donc on le voit beaucoup par rapport à la protection des données personnelles, mais au final, c'est quelque chose qui existe dans le code de la santé publique. À la base, le consentement, déjà, c'est est-ce que le patient, il est OK pour qu'il y ait un échange des informations, par exemple, entre vous et l'ORL. Et ça, c'est super important de pouvoir le démontrer, qu'il est venu chez vous très bien, et puis vous l'avez informé de la marche à suivre, et puis il a donné son consentement. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant avec la mise en place des devis normalisés, etc. Mais il faut quand même, c'est quand même un élément qu'il faut démontrer. Les données du patient, c'est des données qui sont personnelles, donc d'un point de vue RGPD. Donc, si on veut pouvoir les collecter, les traiter, les utiliser, il faut, on va le voir brièvement. On peut le faire dans le cadre du diagnostic, du soin, de la prise en charge du patient. Si on veut utiliser ces données autrement, il faut obtenir son consentement. Donc voilà, on a toujours cette notion de consentement qui revient bien. Donc une donnée personnelle, si on passe maintenant plus sur le volet RGPD et moins droit de la santé, c'est-à-dire je dois donner mon consentement aux soins et à la prise en charge, une donnée personnelle, c'est quoi? C'est une donnée qui va être soit identifiable, soit identifiante pour le patient, donc c'est facile, hein, Morgane Moret, ou voilà, une personne qui est avocat en droit de la santé, et donc avec tout ce faisceau d'indices, je vais réussir à déterminer qu'en réalité, la personne, c'est moi. Donc ça, c'est quand les données, le faisceau d'indices, il permet d'identifier, mais qu'on nomme pas expressément la personne. Les données donc personnelles, ça va être mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Donc au final, quand vous avez un patient qui arrive en centre, c'est nécessairement des données que vous prenez pour vous permettre d'avoir une prise en charge effective de ce patient. Les données patients, elles ont une particularité, c'est des données personnelles, mais c'est des données personnelles qu'on appelle sensibles. Pourquoi? Parce que, comme les données génétiques, comme d'autres typologies de données, c'est des données qui vont concerner la santé du patient et qui méritent d'être protégées encore à un niveau au-dessus, on va dire. Et à partir du moment où vous avez un patient qui vient en centre, vous êtes situé dans l'Union européenne, vous allez traiter des données personnelles, vous allez traiter des données sensibles. Le RGPD, donc c'est le règlement qui encadre le traitement des données personnelles, va s'appliquer.
En cas de non-respect de ce règlement, il y a des sanctions pénales, et les sanctions pénales sont plutôt lourdes. Donc, il faut faire attention à ça. Un traitement de données, ça peut vouloir tout et rien dire. Un traitement, en fait, c'est une opération ou un ensemble d'opérations qui portent sur les données. Donc, ça va être le fait de les collecter, de les enregistrer, de les organiser, de les conserver, de les utiliser. Enfin voilà, un traitement, c'est un peu tout ça. Et ça fait de vous, en fait, un responsable de traitement. Et donc, du coup, quand vous regardez le RGPD, il y a des obligations qui sont très spécifiques aux responsables de traitement. Donc, quand vous êtes dans le cadre de la prise en charge du patient, les données personnelles, vous les traitez, il n'y a pas de sujet. Par contre, dès que vous sortez un petit peu de cette finalité, parce que la finalité, c'est le soin, si vous sortez de cette finalité et que vous prenez une autre finalité, par exemple, vous voulez conserver les informations du patient pour pouvoir le recontacter à des fins commerciales, par exemple, ou à des fins de recherche, parce que vous décidez de mettre en place une étude sur un sujet particulier. Là, on sort de la finalité du traitement, et donc du coup, il faut obtenir son consentement. Il faut obtenir son consentement finalité par finalité. Vous ne pouvez pas vous dire, bah ok, j'ai mon dossier avec l'intégralité de mes patients, j'ai leur nom, prénom, mail, etc. Bah, je vais l'utiliser pour le soin, mais je vais aussi l'utiliser pour les démarcher, je vais aussi, enfin, pas les démarcher parce que c'est interdit, mais je vais aussi l'utiliser pour leur communiquer par mail des informations sur des nouvelles thérapeutiques ou sur des nouveaux produits ou peu importe. Il y a 5 grands principes en réalité sur la protection des données. Donc, il y a effectivement la finalité qui doit être déterminée, explicite, légitime, c'est-à-dire c'est celle-là, c'est pas une autre. On peut en avoir une, on peut en avoir 15, on peut en avoir 150, peu importe, mais voilà, chaque finalité, dès qu'on sort du soin, on doit obtenir le consentement du patient. Les données, elles doivent être exactes, adéquates, pertinentes et limitées. Donc adéquates, c'est-à-dire que on doit les collecter uniquement pour atteindre la finalité spécifique du traitement. Donc, en fonction du traitement sur lequel on va pas forcément avoir besoin sur une finalité commerciale de traitement de l'intégralité des informations qu'on a dans le cadre du soin. On va avoir également la nécessité d'avoir des données qui sont pertinentes, donc en lien direct et rationnel avec la finalité. Et puis, elles vont devoir être minime, c'est-à-dire je ne vais pas récolter plus que ce dont j'ai absolument besoin pour cette finalité-là. Les données, elles doivent être conservées, bien sûr, mais elles doivent être conservées dans une certaine limite de temps. Donc ça aussi, ça va dépendre de la finalité, bien évidemment. Pour la prise en charge du patient, les données, elles vont être collectées et elles vont être conservées beaucoup plus longtemps qu'à des fins à des fins commerciales. Et puis, on doit s'assurer aussi de l'intégrité des données, de la confidentialité et de la sécurité. C'est-à-dire que les données, c'est bien, on les collecte, on les traite, on les stocke. Il faut faire attention de ne pas se faire hacker. Il faut faire attention à qui y a accès. Par exemple, si vous avez, souvent certains d'entre vous ont des stagiaires, des assistants, des techniciens, etc. Tout le monde ne va pas nécessairement avoir accès à l'intégralité des données. Pourquoi ? Parce que si je ne m'occupe pas moi personnellement de la prise en charge d'un patient qui vient en centre, j'ai pas besoin d'avoir accès à l'intégralité des informations sur l'intégralité des patients qui viennent en centre. Je pense par exemple à un stagiaire qui va rester 3 mois, il va avoir besoin potentiellement d'avoir accès aux données de santé des personnes qui sont prises en charge au cours des 3 mois parce que il va apprendre le métier. Mais il n'a pas forcément besoin d'avoir accès à toutes les informations de tous les autres patients. Et donc du coup, pourquoi je dois respecter, enfin je dois mettre en place aussi des garde-fous pour éviter d'être hacké, parce que si vous constatez que vous êtes hacké, que vos données elles fuitent, déjà vous avez une obligation de notifier la CNIL, donc c'est la Commission Informatique et Liberté qui est l'autorité en charge en fait du contrôle et de la mise en place de tous les systèmes de traitement des données de santé en France. Vous avez 72 heures à la suite de la découverte de la violation au RGPD, parce qu'en fait quand je me fais hacker, mes données elles fuitent, donc du coup je réponds pas à mon obligation de sécurité, donc du coup je suis en infraction au RGPD. Ça arrive à tout le monde de se faire hacker.
Mais voilà, vous avez 72 heures à partir du moment où vous le découvrez. Donc, ça se passe le vendredi soir, vous n'êtes pas au centre jusqu'au lundi matin. Il vous reste pas, il vous reste pas un petit délai. Vous le découvrez le lundi matin, donc c'est à ce moment-là que part le délai de 72 heures. Mais bon, le plus vite, c'est le mieux, on va dire. Et il y a une exception à ça quand même, c'est quand les personnes, quand il existe un risque élevé pour les personnes conservées. Là, ça doit être dans les meilleurs délais, mais on est plus sur de l'hôpital, par exemple, qui se fait hacker que sur un centre d'audio qui se fait hacker. Faut aussi garder en tête, parce que moi j'ai souvent le cas de clients qui viennent me voir et qui me disent oui voilà, j'ai dans ma ville un audioprothésiste concurrent, quand les patients se font appareiller là-bas ou vont là-bas puis ensuite viennent chez moi, ils font de la rétention, ils me donnent pas accès à l'historique, c'est une galère pour le patient de récupérer tout ça, du coup on repart de zéro, donc ça c'est super mauvais potentiellement pour le suivi du traitement du patient. Faut savoir que les patients, ils ont un droit d'accès, en fait. Ils ont un droit d'accès et à une portabilité de leurs informations. Donc, ce qui est enregistré chez vous comme historique, on va dire médical, vous n'êtes pas médecin, mais historique de santé, de données de traitement, de suivi, d'appareillage, de tout ça sur votre patient. Si demain il vient vous voir et vous dit bon bah voilà, je décide d'aller me faire appareiller ailleurs, mais c'est pas forcément, ça peut être aussi je décide de déménager à 500 km, donc j'ai besoin de prendre avec moi toutes les informations qui me concernent parce que je vais pas revenir chez vous pour mon contrôle de prothèse plusieurs fois dans l'année ou une fois par an. Donc là, il a besoin d'une portabilité, vous pouvez pas lui opposer. De la même manière, s'il se rend compte qu'il y a des informations qui sont fausses à cause d'une erreur ou autre, bah, il va pouvoir demander la rectification. Et puis, en France, on a aussi une spécificité qui est le droit à l'oubli. Donc, il a droit, au bout d'un certain temps, de demander à l'effacement total de ses données. Donc voilà. Donc la portabilité, c'est aussi quelque chose d'important quand vous vous retrouvez face à des confrères qui font de la rétention d'informations sur le patient. Vous pouvez complètement, enfin le patient peut complètement mettre en avant ce non-respect du RGPD. En tant que responsable de traitement, vous avez une obligation donc de cartographier les traitements de données que vous mettez en place. Donc ça veut dire que vous devez avoir un registre des activités de traitement que vous réalisez. Vous devez bien évidemment informer les personnes, donc les patients. Donc vous avez souvent en place une politique de confidentialité. Vous devez répartir les responsabilités. Donc ça, c'est des clauses RGPD dans les contrats avec vos sous-traitants partenaires. Ça va être vos éditeurs de logiciels. Ça va être vos solutions de prise de rendez-vous en ligne, etc. Donc ça, il faut faire attention au partage de responsabilités, sous-traitants, responsables de traitement. Il faut que vous compreniez bien, vous, si vous êtes l'un ou si vous êtes l'autre, pour savoir quelles sont les responsabilités attachées. Vous allez devoir garantir la sécurité et la confidentialité des données. Donc ça, c'est pareil. Hein. Vous pouvez demander à vos sous-traitants, à vos éditeurs de logiciels, est-ce qu'ils ont été audités, quand c'est qu'ils ont été accrédités pour la dernière fois, est-ce que les données, elles sont ce qu'on appelle HDS, donc c'est hébergeur des données de santé, donc c'est encore un cran en plus en termes de sécurisation. Vous pouvez donc faut être vigilant en fait sur les clauses qui vous lient à ces prestataires-là. Et puis vous pouvez, il y a aussi tout ce qui est suppression des données, donc une politique de conservation des données que vous devez déterminer vous en interne, c'est-à-dire à partir de quel moment, au bout de combien de temps le patient ne vient plus en centre. Et à quel stade, en fait, je passe d'avoir un accès très facile, systématique sur mon ordinateur, potentiellement à un archivage, puis ensuite d'un archivage à une suppression de ces données, parce que ces données, elles ne sont pas conservées à vie. Donc, et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir, ça va du simple petit rappel à l'ordre ou de la mise en demeure de la CNIL qui peut quand même prendre des injonctions, donc c'est un petit peu plus coercitif.
Vous avez des sanctions qui vont jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Alors bien évidemment, hein, les 20 millions, ça concerne plutôt des sociétés comme Google que des centres d'audio, mais ça peut être des sanctions quand même qui sont très très lourdes. On peut vous imposer d'arrêter le traitement des données, de détruire la base de données, et puis ça vous fait une mauvaise pub, en fait, une mauvaise presse, donc c'est pas toujours très agréable. Donc voilà, donc ça c'était plutôt pour la partie données de santé et RGPD. Est-ce que vous avez déjà un peu des questions sur ces aspects-là? Est-ce que vous avez, vous, des difficultés est-ce que vous avez rencontré des difficultés en mettant ça en place dans vos centres? Moi, Oui. j'aurais juste une question, parce que dans la sauvegarde des données, est-ce que quand on communique par exemple un ORL sur un patient, ok, on a respecté RGPD et tout ça, mais le fait d'avoir une boîte mail classique et pas sécurisée, est-ce que c'est légal ou pas légal? Ben, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ça dépend, vous communiquez comment avec l'ORL? Mail classique. Ouais. En fait, les données que vous échangez, c'est des données sensibles, donc normalement, elles doivent faire l'objet d'une protection particulière. Donc on serait obligé de tous avoir une messagerie sécurisée. Bah, vous devriez avoir une messagerie sécurisée, ouais. Les médecins peuvent en avoir une parce qu'ils ont un ordre et donc du coup, ils peuvent avoir des accès de transmission de documents ou des plateformes ou ce genre de choses qui sont sécurisées. Nous, les avocats, on a les mêmes obligations. On a des obligations de secret professionnel très très fortes, forcément. Surtout quand on fait du pénal. Moi, je fais très peu de pénal, mais et donc du coup, notre ordre nous met à disposition des plateformes, donc on peut télécharger. En fait, c'est un même principe qu'un WeTransfer, mais sécurisé, qui passe par justement notre plateforme Ordre des avocats. Et on va avoir des adresses mail mises à disposition avec des serveurs avec une protection renforcée justement contre le hackage. Et donc oui, normalement, vous devriez passer par des process HDS parce que ce que vous échangez comme données, c'est des données personnelles sensibles. L'exemple que j'ai, c'est que quand l'hôpital, ils ont un serveur un peu sécurisé, ça oui. J'ai un ORL de vie, il me crée avec sa boîte Gmail. Oui, non, mais les médecins font un peu, enfin, ils font des groupes WhatsApp aussi. C'est assez, ça fait un peu peur ce qu'ils mettent en place parfois. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi un monde entre la théorie et la pratique. Mais parfois, ils sont, comme vous, en fait, ils ont pas de cursus, ils n'ont pas de module droit dans le cadre de leurs études. Donc, ils sont pas du tout sensibilisés à ces problématiques-là et aux risques qu'ils encourent. Excusez-moi. Dans ces cas-là, parce que le médecin, s'il n'a pas sa boîte sécurisée, on peut utiliser des cryptés, des PDF cryptés. On a moyen de passer par d'autres canaux ou on ne peut pas lui écrire? Alors si, vous pouvez passer par d'autres canaux. Il faut juste montrer que la sécurité, elle est présente en fait. On peut éventuellement envoyer des dossiers typés, cryptés, un mot de passe qu'il connaît, et auquel cas on est capable de défendre une protection parce qu'on les a cryptés avant de les envoyer. Ouais, si c'est des clés de cryptage suffisamment fortes et longues, où finalement il faudrait des mois, des années, etc. pour pouvoir décrypter. Oui, il faut juste réussir à démontrer qu'on a mis en place un niveau de sécurité supérieur en fait. Donc on peut complètement envisager ce genre de système. L'ORL, il n'a jamais une boîte mail, il a un Gmail. Moi, si je lui envoie un PDF crypté et par un canal verbal, je lui donne le mot de passe. Quand il recevra mes PDF, le mot de passe, ça sera Dr. Truc. J'ai fait un effort de sécurisation parce que lui n'avait pas joué son rôle d'avoir une boîte sécurisée. Je rattrape un petit peu la défaillance. Ouais, mais j'ai les mêmes difficultés avec mes médecins. Souvent, quand ils me donnent une adresse Gmail, je dis non, mais je vous fais une photocopie de mon dossier médical, je vous la donne au physique. Oui, mais bon, après, il va falloir scanner. Oui, mais bon, en même temps, moi, j'ai pas envie que mes données, elles se retrouvent sur Internet parce que quelqu'un vous aura hacké. Donc, ça dépend aussi des sensibilités des uns et des autres, mais c'est étonnant que cette obligation ne soit pas aussi claire pour eux parce que c'est une obligation. ouais, mais c'est justement, malheureusement, il n'y a pas forcément. Pourtant, le Conseil de l'ordre des médecins a pris position plusieurs fois, justement, sur, ne serait-ce que pour les médecins, les durées de conservation, d'archivage, la façon dont les données doivent être traitées, ce genre de choses. Mais malheureusement, oui, il y en a toujours qui qui sont pas très bons élèves. Et on regarde et on envoie par la poste, comme on le faisait
pendant des années, le compte rendu par la Poste, est-ce que c'est considéré comme... Alors, un traitement de données, enfin, une donnée personnelle, ça peut être informatique comme papier, déjà. Donc, complètement. On peut avoir une donnée sensible qui est considérée comme sensible, même si elle est papier. Les envois par la Poste, je pense que ça se faisait aussi avant l'entrée en application du RGPD, parce que c'était il y a 7 ans. Donc, depuis 7 ans, je pense qu'on fait plus de... Enfin, ces 7 dernières années, je suis pas certaine qu'on fasse beaucoup par la Poste, mais normalement, oui, enfin, c'est une bonne question. Comment je fais pour... alors que j'ai à disposition potentiellement des moyens plus sécurisés de le faire, qu'est-ce qui justifie que je vais justement avoir recours à un moyen moins sécurisé? C'est comment ensuite le professionnel prend son risque et accepte de le gérer. Oui, parce que la difficulté, on le sait tous, c'est que finalement, on a des outils de testage gratuits ou payants, mais les médecins ou les collaborateurs avec qui on exerce au quotidien, ils n'ont jamais le même outil. Donc on s'y perd un peu, c'est pas pratique, on perd du temps, et finalement on baisse un peu le niveau de vigilance, on finit par faire des choses qui ne sont pas tout à fait réglementaires. Mm. Donc alors, imaginez une plateforme gratuite pour tout le monde, pour tous les professionnels de santé traités, c'est quand même une usine à gaz à mettre en place. Donc, Mais on a mon espace santé quand même oui, qui oui, permet de stocker. c'est pas pratique pour tout le monde. Hein, Oui. Mais bon, voilà. Il y a d'autres questions, alors peut-être je peux le relayer, mais peut-être on en parle après pour l'hospitalité avec les médecins. Je pense que Oui, c'est un sujet que je peux aborder et maintenant. juste avant, il y a une question, droit à l'oubli et obligation de conserver les données médicales pendant 30 ans, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incompatibilité? Ah ouais, justement, c'est le principe, c'est le droit à l'oubli, mais le plus important pour le professionnel de santé, c'est de pouvoir garder les données patients le temps que la loi lui impose. Alors, 30 ans, c'est long. On part plutôt sur 20 ans à l'hôpital habituellement et 10 ans sur le cabinet libéral, mais souvent les libéraux font 20 ans quand même, en tout cas pour les médecins. Pour les audioprothésistes, il n'y a pas de délai spécifique. Je pense qu'on peut aligner complètement toutes les professions de santé sur ce délai sécuritaire de 20 ans pour le dossier, la conservation du dossier patient. Après, oui, le droit à l'oubli, c'est quelque chose qui était beaucoup à la mode avec le développement d'Internet, etc. Le fait de pas avoir certains éléments de sa vie qui traînent sur le net pendant des années. Comme d'habitude, quand on fait des lois avec un phrasé et donc du coup une portée assez générale, ça peut générer des contradictions ou en tout cas des incompatibilités avec d'autres typologies de lois. On est typiquement sur un exemple comme ça. Et concernant le formulaire RGPD, est-ce qu'on est sûr que nos éditeurs de logiciels, est-ce qu'ils sont certifiés? Est-ce que le document a été vérifié par un juriste ou un avocat avant qu'il soit mis en place dans le système? Ou est-ce qu'on doit être proactif et faire ce travail de vérification? Ah bah pas forcément. Vous avez un prestataire qui vient vous voir, il vous dit bah voilà, moi j'ai tel logiciel, il va vous aider, il va vous permettre de mettre en place telle et telle chose, il va vous permettre de collecter, de traiter, de sauvegarder, d'archiver, peu importe, de telle manière vos données. Après, il faut regarder dans le détail quel est le contenu des clauses entre vous et le logiciel. Déjà, moi, j'aime pas trop quand je conseille mes clients. Quand je vois en face qu'on se contente de me communiquer des conditions générales de service ou de vente de 2 pages sans énormément de précision et puis qu'on fonctionne au bon de commande, bon, moi, ça me fait toujours un peu tiquer. Parce que au final, c'est un peu le format du contrat d'adhésion, c'est-à-dire c'est ça ou c'est rien, il n'y a rien qui est négocié, il n'y a rien qui est expliqué. C'est pas forcément, enfin, une société qui édite un logiciel ou une société lambda, peu importe laquelle, hein, elle n'a pas l'obligation de faire rédiger ces documents qui ont pourtant une portée, une valeur juridique, par des juristes ou des avocats. Ils peuvent très bien, ça peut très bien être le chef d'entreprise qui prend un exemple sur Internet puis qui décide de l'adapter tout seul dans son coin. C'est pas adapté, il y a des choses qui vont pas, le sujet même, c'est quelque chose de différent. Il peut très bien prendre les conditions générales de vente de Carrefour et puis les utiliser pour son logiciel. Non, mais j'ai déjà vu des trucs comme ça, hein, c'est assez effarant, mais on voit ça. Donc, je pense qu'après, c'est beaucoup aussi une question de bon sens. Quand vous regardez les conditions, bon, déjà, il faut toujours regarder les documents juridiques. Si vous avez un peu des questions, bah, n'hésitez pas à les challenger, de dire bah, attendez, c'est quoi cette clause? Ça veut dire quoi ce terme? Ça s'applique comment?
Là, je vois limitation de responsabilité, ça veut dire quoi? Ah oui, d'accord, donc en fait, ça veut dire que si je me fais hacker en utilisant votre logiciel et que mes données elles fuitent, au final, c'est moi qui me dépatouille et vous, vous êtes responsable de rien. Bon, ça, voilà, c'est pas des choses qu'il faut accepter, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions informatiques qui sont à votre disposition. Ça peut être aussi un moyen, le fait de les mettre en compétition et de dire bon, bah voilà, vous vous proposez ça, je vais quand même aller voir ce que tel éditeur de logiciel me propose autrement, voir si lui, il a une limitation de responsabilité ou pas. Et sur quoi ça porte et comment ça s'organise et finalement, qu'est-ce que je risque moi derrière, s'il y a un problème? Bah, ça peut être aussi un moyen de les forcer à améliorer, leurs pratiques. Tu nous conseilles d'ailleurs de faire cette vérification? Ah ouais, ouais, moi je conseille toujours de lire, tous les documents juridiques qu'on vous soumet, et de surtout pas hésiter. Moi, j'ai vraiment un principe, c'est qu'il y a pas de questions bêtes. Hem Donc, moi-même, dans ma vie personnelle, quand je rencontre des contrats, sur des trucs, spécifiques avec des termes que je connais pas, j'hésite pas à poser la question. Pourtant, le droit et les contrats, c'est mon métier. Juste, éditeur de logiciel, c'est pas mon métier, donc il y a des termes techniques que je comprends pas. Donc, vous non plus, donc, partant de là, Vous savez que finalement, on peut être limité par sa propre connaissance sur le sujet. ouais. Et je viens de découvrir que la destination du RGPD, par exemple, pour la sollicitation des patients dans le cadre de mémoire de fin d'études ou d'état de recherche, finalement, même si j'ai le RGPD traditionnel pour l'appareillage, il faudrait que j'en refasse signer un autre pour cet élément-là? Ou pas C'est du les tout? finalités, c'est les finalités de traitement. À partir du moment où tu prends en charge un patient, pour prendre en charge ses soins, c'est la raison pour laquelle il vient te voir, en fait, il veut se faire appareiller. Donc forcément, tu vas devoir collecter des données, et donc du coup des données, personnelles et sensibles, sur son état de santé. Là, tu as pas besoin de son consentement parce que c'est une des exceptions du RGPD. Par contre, si tu changes la finalité du traitement, c'est-à-dire si ces données-là, tu veux les utiliser pour faire autre chose, potentiellement, tu tombes pas dans cette exception et donc du coup, tu dois obtenir son consentement. Donc oui, effectivement, enfin, le patient, quand il vient en centre, il vient pour se faire appareiller. Il vient pas pour que ces données, elles soient utilisées pour ton étudiant qui va faire un mémoire, sur sa pathologie, auditive, par exemple. Donc là, ouais, théoriquement, tu censé demander son consentement pour cette finalité-là. Enfin, toi ou ton étudiant, mais tu fais faire, ça dépend. J'ai une autre question. Alors déjà, je pense que c'est juste un papier à faire signer, c'est-à-dire que j'ai Oui. compris que c'est du consentement, on précise, on va prendre ces data, on va faire une étude. Ouais, ouais, Vous voulez pas, voilà. Moi, il y a un terme que j'ai pas entendu, alors c'est un sujet moi, que je suis depuis quelques années, qui a été confronté pas mal, le DPO. Ça veut dire ouais. celui qui protège les données. Est-ce qu'il doit être chez l'audioprothésiste? Est-ce que c'est dans son logiciel CRM? Ça se passe où? Parce que quelque Ça part, dé- on est censé ben, avoir un agent spécialisé Data Protection Officer. ouais. Nous, on n'y connaît rien et ça rentre dans le sac à dos de l'entrepreneur. Allez, dites-moi en plus. Le principe, c'est effectivement, comme le patient, il va avoir tous ces nouveaux droits liés au RGPD. Donc, il a un droit d'accès, de rectification, il a un droit à la portabilité de ses données, etc. Il faut qu'il ait un interlocuteur en face. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le DPO, donc le délégué à la protection, qui va lui être en charge justement de savoir quelles sont les données, où elles sont, comment elles sont collectées, etc., etc., et qui va pouvoir apporter une réponse au patient. Le DPO, c'est quelque chose qui peut être mutualisé, donc souvent c'est le cas dans les réseaux d'audio. Le réseau propose en fait le recours à un DPO. Ça peut être, moi j'ai le cas aussi, j'ai un audioprothésiste qui a eu une autre vie avant, qui avait suivi cette formation. Donc lui, il est lui-même le DPO de son centre. Ça dépend en fait, je dirais, il y a autant de possibilités que ce qu'il y a de façons d'exercer le métier. Mais oui, effectivement, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est garant en fait, et auprès duquel le patient peut se diriger avec une adresse mail d'ailleurs qui est souvent DPO, arrobase, et puis après, bah, soit le réseau, soit le nom de votre centre, soit peu importe. Mais c'est des activités qui sont externalisées. Ouais, en général, les audios, je pense aux indépendants qui sont tout seuls, qui ont peut-être allé 2-3 centres, même il y en a qui en ont qu'un, mais même ceux qui ont 2-3 centres, ils externalisent parce que bah, on est censé en fait avoir une adresse mail qui permet au patient d'exercer ses droits du RGPD, oui.
Oui, oui, on est censé mettre en place une adresse mail et un accès à ça. De la même manière qu'on est censé avoir des conditions générales de vente dans son centre. Moi, j'ai beaucoup de... j'étais surprise de voir, alors maintenant ça fait plusieurs années que j'accompagne les audioprothésistes, mais au tout début, j'étais surprise de voir que même des gens qui exercent en réseau, la DGCCRF débarquait chez eux et demandait les conditions générales de vente, mais ils les avaient pas. Et moi, j'ai accompagné plein de réseaux sur la mise en place justement d'un... Enfin, c'est rien des CGV, ça fait une page. En général, on les renouvelle tous les ans. C'est pas un document excessivement cher ou complexe à structurer. Ça peut être distribué à l'ensemble de son réseau. Alors, effectivement, ceux qui sont en indépendant, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire sa politique de confidentialité. Il faut faire ses CGV. Il faut mettre en place son mail. Il faut prendre son logiciel. Enfin, voilà, c'est sûr qu'indépendant, il n'y a pas de mutualisation des coûts. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être vu avec la mise en place d'un ordre. Moi, l'ordre des avocats, mais à ma disposition plein de services de ce type-là. Mais c'est vrai que vous, les audioprothésistes, ouais, c'est plus compliqué. Ça rajoute des coûts, coûts, plus coûts, plus coûts, plus coûts. Et puis on a tendance à les mettre de côté, et puis c'est pas tout le monde se rend compte ici de l'impact. Vous avez parlé d'une amende, je crois que c'est 5% du chiffre d'affaires global, je sais pas quoi. Ouais. Donc il ne faut pas rater ces étapes-là, et on n'est pas formé, on va... Ouais, mais ça c'est aussi un point qu'il faut qu'on aborde avec Mathieu, c'est de se dire, est-ce que rajouter un module de droit de quelques heures, justement, au niveau où l'audio est étudiant, ça l'aiderait pas à commencer sa vie professionnelle de manière plus sereine et puis à uniformiser aussi du coup les pratiques, quoi, faire en sorte que tout le monde soit d'équerre avec la réglementation. Est-ce que rétroactivement, c'est très difficile, alors que si on le fait... On a la formation continue. Voilà. Ouais, on a la formation continue qui peut intervenir. Bah, c'est dur de se remettre dedans, puis après, oui, je conçois, je conçois qu'il y ait des modules plus fun que venez pendant 4 heures, on va faire du droit. C'est pas super attractif, quoi. Par rapport au consentement, les devis normalisés, etc., on a pas mal de logiciels qui proposent la signature électronique. Oui. Qui ne passe pas par l'organisme tiers. Est-ce que cette signature est valable? Oui. Alors, en général, les signatures électroniques, il y a, enfin, c'est rarement une difficulté. Moi, on utilise beaucoup nous DocuSign. Je sais pas. Oui, mais là, justement, ça passe pas par un système externe, en fait. C'est le logiciel pro, juste avec un QR code. On scanne le QR code et ça crée un lien provisoire sécurisé. Le patient signe ce lien avec le code. Oui, mais justement, il y a des protections et il y a des... Ouais, il y a des... le fait de générer un QR code, déjà, c'est quelque chose qui est unique. Et que ce soit quelque chose de temporaire, c'est typiquement le genre d'élément qui permet de démontrer des gages de sécurité supplémentaires. Ouais. J'ai une question sur l'éthique de notre responsabilité si on a un fournisseur, un fabricant qui, par le biais du logiciel de réglage, récupère des données à notre insu, sachant qu'on ne peut pas passer outre le logiciel pour régler les prothèses auditives avec les conditions générales qui sont envoyées, très longues, et que de toute façon, si on n'accepte pas, on ne peut pas travailler. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous avez passé un contrat. Pour régler des prothèses auditives, il y a 5 fabricants au monde. Ok. Une plateforme liée avec leur marque sous marque. Régulièrement, les logiciels sont mis à jour. On a un formulaire, on accepte, on peut travailler, on n'accepte pas, on ne peut pas travailler, y compris si on a déjà acheté des prothèses antérieurement. Et de toute façon, si on veut avoir accès à leur portefeuille de produits, on n'est pas obligé de passer par le logiciel. Et ils accèdent à quoi comme données? À vos données patients? Ils récupèrent une partie, en tout cas nom, prénom, des fois adresse, Alors, numéro de sécu pour certains. D'accord. Bon, dans le cadre alors, les fabricants, déjà, ils ont une obligation donc, vous parliez de MDR tout à l'heure, le règlement dispositifs médicaux. Ils ont une obligation, les fabricants, de mettre en place une matériovigilance, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre en place une traçabilité du produit. Donc,
qu'ils aient accès à certaines informations sur le produit, c'est normal. Après, qu'ils aient accès à des informations type nom, prénom, adresse mail, pathologie, etc. Enfin, vraiment, un niveau de granularité autre sur le patient, ça l'est pas. Vous pouvez. Souvent, ce qu'il doit y avoir, j'imagine, dans vos contrats avec eux, c'est ils font peser sur vous l'obligation de mettre à disposition ces informations-là, à charge pour vous d'obtenir le consentement de votre patient sur cette finalité-là. J'imagine, je ne sais pas, j'ai pas vu ce type de contrat. Si c'est organisé comme ça, on a une continuité, c'est-à-dire c'est un back-to-back, c'est-à-dire l'obligation que vous avez avec eux, vous devez l'avoir avec votre patient. Donc en fait, le patient vous donne le consentement pour qu'ensuite vous donniez accès à l'information par le biais du logiciel. Si c'est pas le cas, c'est beaucoup plus discutable par contre. Faudrait que je lise faudrait que je lise le contrat pour voir exactement le phrasé de ce qu'on vous demande. Donc là, de ce qui est prévu, donc là, si collecte des informations qui ne sont pas prévues, on n'est pas responsable. Alors si, potentiellement, vous êtes responsable parce que ce qu'on regarde, c'est le patient à qui il donne l'information. L'information, il vous la donne à vous. Donc c'est vous le responsable du traitement de ces données à lui. Donc c'est votre responsabilité à vous qui est engagée si vous, pas si vous faites n'importe quoi parce que ce ne sera pas votre choix, mais s'il est fait n'importe quoi de ces données par votre biais. Ça mène à une difficulté quand même, ça veut dire que nous, on a le sentiment que quand on installe une appli audio, on va avoir au démarrage un clic accepté. Mais là, c'est de la donnée de santé, il faut un consentement explicite du patient pour chaque transfert à chaque fois. Donc, ça veut dire pour chacun des patients, avant de faire un réglage sur ce type de plateforme, on doit demander un consentement explicite. On va donner des données de santé. Ça dépend ce qu'ils en font, le partenaire en question, parce que s'ils ont accès à ces données-là dans le cadre du traitement du patient, on pourrait imaginer un appareil auditif qui serait connecté, qui aurait besoin de mise à jour, par exemple, du fabricant, ça fait sens. Enfin, il n'y a pas besoin de consentement parce que c'est dans le cadre de l'exécution des soins du patient. Et ça, on a vu que c'était une exception justement à l'obligation de consentement. Si par contre, le fabricant, il récupère ces données-là pour savoir, je ne sais pas, si c'est les appareils plutôt, si les appareils blancs se vendent plus que les appareils roses, qui se vendent plus que les appareils noirs, ou de la donnée qui n'a rien à voir avec la prise en charge du patient. Là, par contre, on a besoin du consentement parce qu'on est sur une finalité marketing. Donc, on retrouve ça dans leur politique de confidentialité. Normalement, si on la télécharge, on doit retrouver l'ensemble des données qui sont. C'est de la transparence, c'est l'ensemble des données qui captent, elles doivent être écrites dans. C'est plus dans vos contrats avec eux. Donc, j'imagine que vous avez soit des contrats annuels, soit vous fonctionnez par bon de commande et CGV. Ça doit dépendre des fournisseurs. Mais c'est directement dans le logiciel, en fait, lorsqu'il y a des mises à jour. oui. Souvent, il y a d'ailleurs une forme de paradoxe, parce que moi, je demande toujours à mes patients de tout vérifier, de ce qu'ils signent, etc. Moi, quand j'installe la mise à jour d'un fabricant, je veux que ça aille vite, parce que finalement, il y a peut-être des choses qui ont évolué, on ne sait pas du tout sur avec quoi on est d'accord. Et il y a une structure quand même qui compile tout ça, et vous le savez, c'est comme ça, à travers loi, qui récupère beaucoup d'informations. Je ne sais pas exactement ce qu'ils en font. Personne ne le sait, à mon avis, d'ailleurs. Et donc, du coup, si vous voulez qu'on aborde les hôpitaux. Oui. Si c'est dans le cadre pour les données, par exemple, une intelligence artificielle. Ah ben, ça, c'est. Ça reste dans le cadre de la finalité, ça sort complètement. Bah non, ça en sort parce que le patient, il vient pas pour servir de test à l'entraînement d'une IA. Il vient pour être pris en charge. Donc, du coup, vous devez mettre en place une finalité de recherche à des fins de développement de nouveaux produits ou de développement d'IA. Vous le formulez après de la manière la plus adéquate par rapport à ce que vous en faites, mais il faut là recueillir un consentement. On ne peut pas juste capter la donnée qui est en centre pour l'utiliser comme ça. Je Ouais. crois que ce qui se cache derrière cette question, finalement, c'est la compilation des données des fabricants sur l'adaptation par rapport aux cibles, pour que bien ensuite fasse des propositions d'adaptation de cibles. C'est un peu ça? C'est ma supposition. Ouais. Pourquoi se servir dans les données? Ce serait probablement
Après, attention, il y a se servir dans les données identifiables ou identifiantes, et puis il y a se servir dans les données anonymisées. C'est-à-dire que, est-ce que quand elle quitte votre centre, bah, finalement, Morgane Moret, ça se transforme en femme de tel âge, enfin française, présentant telle pathologie, et au final, bah, on est 15 000 en France à répondre à ces critères-là. Donc du coup, on ne sait pas si c'est Morgane Moret ou si c'est une autre de ces femmes, vous voyez. Qu'est-ce qui est capté exactement pour entraîner l'IA? On n'a pas forcément. L'IA, elle s'en fiche, je pense, que ce soit Morgane Moret qui ait cette pathologie. Ce qu'elle veut savoir, c'est qu'il y ait 15 000 personnes en France qui ont cette pathologie et qui vont répondre de telle manière au traitement, etc., pour ensuite bah, générer de la donnée, mais de la donnée à des fins de recherche. Généralement, c'est ça qui les intéresse. C'est pas forcément de savoir que Morgane Morel a cette pathologie-là, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a une anonymisation des données à un moment dans le process? Parce que là, on parle plus du coup, si c'est anonymisé. On part effectivement d'une donnée qui est une donnée sensible, personnelle sur la personne. On l'anonymise, donc ça perd son caractère de donnée sensible, puisqu'on n'est pas capable de raccrocher, de retrouver que en fait c'est telle personne qui a telle pathologie derrière. C'est probablement ce qui se passe dans nos logiciels, et c'est vrai que quelque part c'est super important de le dire, c'est-à-dire que la donnée identifiante elle est RGPD, la donnée non identifiante elle sort du cadre RGPD, et c'est une donnée, si on n'a aucun moyen de reconnecter à un patient puisque c'est anonymisé, on n'est plus dans le cadre du RGPD. Bah non, parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une donnée perso. On peut stocker des données techniques, on peut stocker des données de gain, on peut stocker des taux de compression, tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas un type qu'on peut remonter la piste et dire c'est lui. Oui. C'est ce que j'ai pu comprendre du RGPD. Oui, exactement, exactement. C'est la donnée, une fois qu'elle est anonymisée, elle sort du cadre protecteur du RGPD, parce que le RGPD, c'est pour les personal data, enfin données personnelles. Donc ça dépend aussi comment en fait cette donnée, elle bascule pour arriver bah, chez le fabricant ou peu importe, en tout cas quand elle sort de chez vous. Si vous voulez, on peut parler rapidement, sauf s'il y a d'autres questions, on peut parler rapidement des hospitalités. C'est vrai que c'est une question qui me revient aussi souvent. C'est dans le cadre du dispositif encadrement des avantages. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 93, qui a évolué 17 ou 18 fois, qui touchait initialement les personnes qui fabriquent ou commercialisent des produits de santé pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'était médicaments, dispositifs médicaux, donc c'était typiquement les fournisseurs fabricants de prothèses. Et puis en fait, le dispositif a grossi pour s'étendre. Et en fait, vous, le paradoxe en qualité d'audioprothésiste, c'est que vous avez la position très agréable et schizophrénique d'être à la fois du côté des bénéficiaires et des offrants. C'est-à-dire que comme vous réalisez des prestations qui sont prises en charge par la sécurité sociale, quand vous avez des relations avec des professionnels de santé, vous ne pouvez pas leur procurer ou leur promettre des avantages. Quand vous êtes vous-même, parce que vous êtes vous-même des professionnels de santé, que vous avez des relations avec vos fournisseurs, eux ne peuvent pas vous donner ou vous promettre des avantages. Donc ça, c'est le principe de base, c'est l'interdiction des cadeaux, on va dire, des avantages. Quand vous invitez un ORL à un congrès et que vous prenez en charge son hôtel, son train, même si c'est juste du défraiement à l'euro, vous ne le payez pas plus, juste vous prenez en charge ce que ça lui coûte réellement, on tombe dans ce dispositif-là. Alors, c'est pas strictement prohibé, mais vous devez mettre en place une convention, et en fonction du montant de ce que vous payez, vous allez devoir suivre un processus de déclaration ou d'autorisation. En dessous d'un certain montant, c'est un processus de déclaration, ça doit être fait dans les 8 jours ouvrables avant la tenue de la conférence en question. Vous devez avoir un compte, créer un compte sur la plateforme du Conseil de l'ordre des médecins, de manière à leur faire parvenir cette convention pour qu'ils puissent vous donner une recommandation sur cette prise en charge éventuellement. Si on est au-dessus d'un certain montant, c'est pas que c'est interdit, c'est juste que c'est un processus d'autorisation. Là, c'est plus 8 jours, c'est 2 mois. Et le Conseil de l'ordre des médecins peut refuser cette hospitalité, cette prise en charge. L'hospitalité, elle doit toujours être raisonnable et proportionnée.
elle doit elle doit être offerte dans le cadre d'un événement type EPU, pas, pas la croisière sur le Nil. Il faut toujours qu'il y ait un lien avec l'exercice de la profession. C'est le médecin tout seul, c'est pas le médecin avec sa femme et ses enfants. Donc c'est limité à la personne qui exerce la médecine. Donc voilà, donc quand vous mettez en place ce type de convention avec les ORL, c'est hyper important de respecter ce dispositif qui a lieu en amont. Une fois que l'événement il est passé et qu'on a payé, c'est trop tard. On peut pas rétro-pédaler. C'est un dispositif qui prévoit la mise en place de ces garde-fous avant la réalisation de l'événement, avant le paiement, avant le défraiement, avant l'offre de cet avantage. Il faut que le Conseil de l'ordre puisse se positionner. Si vous ne le faites pas, vous êtes passible de sanctions pénales. Et le pendant de ce dispositif-là, c'est que 2 fois par an, vous devez publier sur un autre site qui s'appelle La Transparence, qui est un site du ministère, ce que vous avez réellement payé au médecin que vous avez invité. Donc vous avez ce système de déclaration en amont de l'événement, et puis en aval, vous avez ce système de rendre public ces informations-là, parce que bah, quand vous soumettez pour déclaration ou autorisation, le Conseil de l'ordre, il est informé, mais pas le public. Quand vous déclarez ensuite sur le site Transparence, vous, moi, n'importe qui, vous avez un accès Internet, c'est un site du ministère. Amusez-vous à taper sur le site Transparence le nom d'un ORL avec lequel vous bossez. Vous pourrez voir s'il a fait l'objet d'invitations par vous, par votre concurrent, par des fabricants de l'industrie. Vous pourrez avoir accès à l'intégralité de ces informations. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Le premier, c'est pour éviter de mal faire les choses. Le deuxième, c'est pour que le public soit informé éventuellement des liens d'intérêt, c'est-à-dire moi je trouve bizarre à chaque fois que je vais que j'ai un patient qui vient de cette ORL, bizarrement, alors qu'en plus au demeurant il n'a pas le droit de le faire, il me met cette prothèse-là de telle marque, hein, systématiquement, il me met jamais d'autres marques, il me met jamais. Alors que je pense que par rapport à la forme de l'oreille de mon patient, par rapport à son âge, par rapport à sa pathologie, cette prothèse-là, elle serait mieux. Puis c'est quand même moi, audioprothésiste, qui ai la charge d'identifier la prothèse la mieux adaptée pour le patient en question. Le médecin, il est là pour poser un diagnostic et dire qu'il faut appareiller le patient d'une certaine manière. Savoir quel produit est le mieux adapté à votre patient, ça, c'est le boulot de l'audioprothésiste. Il y a une répartition quand même des compétences. On peut le voir sur les ordonnances parfois, par contre. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le cadre de dossiers avec des clients de voir que il y avait des ORL qui prescrivaient systématiquement les mêmes prothèses avec une marque dessus. Donc comme il y a pas de comme la substitution, c'est super difficile sur le dispositif médical, on peut se poser la question potentiellement du conflit d'intérêts. Voilà. Donc ça, c'est pensez bien à ça, que vous soyez vous invité par un fournisseur sur un congrès ou que vous invitiez vous un ORL sur un congrès. Il y a ce dispositif à mettre en place en amont. Il y a des sanctions pénales à la clé. Il y a une obligation de publication derrière. Donc, vaut mieux pas faire n'importe quoi. Je trouve qu'il n'y a pas trop de débat autour de ça. C'est vrai que c'est délicat avec les médecins prescripteurs parfois quand ils s'autorisent ce genre de largeur. Mais c'est à nous peut-être de les sensibiliser en disant que c'est peut-être une habitude professionnelle que vous avez prise et malheureusement elle outrepasse vos droits. En tant que médecin, donc c'est surtout la non-contre-indication d'appareillage. Il faut qu'ils précisent la voie, aérienne ou seul, le côté unilatéral ou bilatéral. Donc merci, bonsoir. Donc c'est vrai que même écouteur déporté, on le voit, il n'y a pas de marque. Hein, d'ailleurs, ça part pas toujours d'un mauvais sentiment. C'est parce qu'ils veulent vraiment peut-être donner l'information, le patient libre d'aller où il veut. Et parfois, c'est pas un écouteur déporté qui va être proposé ou autre chose, et donc il cherche à bien faire. Il n'a pas à le faire en toute rigueur. C'est vrai que c'est délicat pour nous des fois de prendre le téléphone ou de dire je pense qu'il faut refaire cette ordonnance qui n'est pas valable pour ces raisons-là. On a trouvé que c'est un peu gonflé, mais si finalement, moi c'est ma position, si finalement on reste aligné sur cette position-là, je crois qu'au contraire, c'est plutôt ici là. Oui, et puis c'est pas forcément quelque chose qui est mal pris. Je pense que ça nous est tous arrivé d'arriver en pharmacie et que le pharmacien dise là par contre la prescription,
les 2 médicaments, si vous les prenez ensemble, je crois qu'il y a un pépin, je vais appeler votre médecin. Les médecins, en général, sont contents, quand le pharmacien se contente pas de délivrer les produits pour que la personne, quand elle rentre chez elle, elle soit complètement assommée. Ils engagent leurs responsabilités s'ils font quelque chose qui est pas correct. Donc de la même manière, s'ils vont trop loin, dans la prothèse, enfin dans la description de la prothèse ou en tout cas, de l'appareillage et que ça correspond pas, bah, au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un patient qui va être mal appareillé et qui va dire, «Ouais, bah, franchement, mon médecin et mon audioprothésiste, les 2, ça me permet pas de mieux entendre». Donc c'est pas forcément mieux pour le médecin derrière. Ça peut être aussi une façon d'orienter le message quand vous le contactez pour lui demander de refaire une ordonnance parce que même si c'est au patient de le faire, normalement, on sait très bien que c'est vous qui vous en occupez. Puisqu'on est sur l'ordonnancement, est-ce qu'on peut revoir simplement les questions de durée de la prescription médicale? Elle est valable combien de temps réellement? Les prescriptions, les ordonnances? Alors j'ai plus le délai en tête, je sais plus si c'est 1 an ou 3 ans, je suis désolée, j'ai plus en tête du tout. Mais, Sans limite de durée depuis le 11 septembre. OK, merci parce que là j'avais pas la. Ça, si c'est clairement marqué. Si explicitement il marque valable 6 mois, le droit de traitement actuellement, il n'y a pas vraiment marqué pour son D'accord. Voilà, bon bah, merci à la personne dans la salle qui avait la réponse. Le problème, c'est plutôt que l'ordonnance est publiée par la sécurité. Oui, c'est la sécu Alors, là, moi, la sécu, j'ai eu un problème, une ordonnance d'1 an et demi. Et en fait, les droits qui ont été appliqués, la personne a une invalidité après. Et donc, ils n'ont pas appliqué l'invalidité parce qu'au moment de l'ordonnance, elle n'avait pas moi, en lisant la carte de temps, j'avais une invalidité. Ça, c'est peut-être le travail du syndicat, hein, pour le coup de. Mais par contre, les mutuelles, on peut même pas faire des demandes de prise en charge sur certaines mutuelles si l'ordonnance a pu. Ouais, non, les mutuelles, c'est encore un autre problème. les circonscriptions régionales dans chacun. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Les CPAM, enfin, chaque CPAM a un pouvoir de décision sur ce qu'il accepte ou ce qu'il refuse, et on ne voit pas forcément une application uniformisée sur le territoire français. Il y a une directive de la Caisse nationale d'assurance maladie qui a été adressée avec des crânes qui indique bien l'obligation de rembourser ce qu'on disait. Dans ma région, il y a façon que c'était qu'il fallait le faire. C'est pas tout à l'heure parole. Si vous avez ce genre de problématique, vous pouvez remonter. Par exemple, SDA. La santé de alors là, c'est un autre problème parce que si vous parlez de tiers payant, là, vous êtes dans un accord que vous avez signé pour moi, qui est mutuel. On est dans le contractuel, mais plus dans le Et pour finir sur le sujet, on a une question qui a apparu entre-temps là, sur le fait qu'il y ait une marque précise d'appareil. Est-ce que sans problème changer d'appareil ou l'ordonnance doit être peut-être modifiée? L'ordonnance, elle doit être modifiée, hein. Les ORL n'ont pas à préciser. Alors après, si, ça dépend. Enfin, je veux dire, si vous estimez qu'effectivement, c'est ce qu'il faut et c'est ce que vous auriez de toute façon délivré, il n'y a pas vraiment de sujet parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet dans la prise en charge derrière. Tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime. Bon, voilà, ça sert peut-être pas à grand-chose. Mais par contre, non, si vous estimez que c'est pas le bon produit, il faut que alors théoriquement le patient, mais en général c'est vous qui vous en occupez, recontactiez l'ORL pour qu'il refasse une ordonnance avec juste les caractéristiques, enfin la pathologie, les caractéristiques, et c'est à vous de déterminer ensuite derrière l'appareil qu'il faut. Voilà. Je crois qu'on est bon au niveau du délai. Ah, on a encore un peu de temps. Ok. Exercice non conforme. Exercice non conforme, je propose de l'envisager demain matin. Il y a un autre workshop, parce que là, pour le coup, c'est long. C'est vraiment long. J'avais posé une question sur le Ah
oui, pardon, c'était toi. Vas-y, je t'en prie. Société d'hospitalité, le compte est créé sur DPI Santé. Pour le compte, pour la déclaration d'autorisation, je vois un compte sur DPI Santé. Non, alors, si vous êtes avec un ORL, le compte, faut le créer sur IDAE 2. C'est la plateforme du Conseil national de l'ordre des médecins qui va revoir pour les médecins. Pour tous les autres, absolument tous les autres, ça va être sur EPS, Éthique des professionnels de santé. Voilà, il y a 2 plateformes qui existent. Pourquoi? Parce que avant la dernière grosse refonte du dispositif en 2020, le Conseil de l'ordre, qui reçoit à peu près 80-85% en réalité hein, de ces dossiers à évaluer, face à toutes les montagnes de papier qu'il recevait, a créé sa propre plateforme IDAE 1 et n'a eu qu'à la mettre à jour en fait lors de la transformation de ce système d'avis préalable à un système de déclaration/autorisation en fonction des montants. Donc, j'ai une relation avec un ORL, je crée un compte sur IDAE 2. J'ai une relation avec n'importe quelle autre personne, une infirmière, un pharmacien, peu importe. Une association de médecins. Je crée sur éthique des professionnels de santé.